Bienvenue dans la saison 2 de Coup d'éclat. Je suis Claire Nouinaté, fondatrice d'Atelier Nubio, marque de beauté holistique née de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. Dans cette saison 2, mes invités vont partager avec précision le rituel qui leur fait le plus de bien en ce moment. J'espère qu'il vous inspirera et vous donnera envie de le pratiquer aussi aujourd'hui ou peut-être plus tard. La mission de Coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Marie Quéru vit pour ranger. Enfant, son occupation préférée était de ranger sa chambre. Elle ouvrait inlassablement chaque tiroir et déterminait si les objets qu'ils contenaient étaient essentiels ou en ballottage. Devenue adulte, Marie a grandi et a décidé. Les objets non essentiels finiraient fissés à la poubelle. Et elle en ferait sa philosophie de vie, arrangeant son emploi du temps, ses relations sociales et sa boîte mail en vue d'une efficacité ultime. Teaser, dans cet épisode, elle va aussi nous donner son avis sur ce qu'il est advenu de la prêtresse du rangement, la bien connue Marie Kondo. Il paraît qu'elle aurait arrêté de ranger. Bonjour Marie. Bonjour Claire. Ravie de t'accueillir chez moi. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là et c'est très joli. Ça correspond beaucoup à l'écologie d'intérieur. On était un petit peu stressés à l'idée de t'accueillir. On a vraiment essayé de ranger quand même. Après, on a de la chance d'avoir beaucoup de placards. En effet, ça fait très rangé, mais ne va pas ouvrir les placards. Tu me donnes envie de le faire. Ouais, donc on va rester juste sur cette impression de rangement. Donc aujourd'hui, on va parler des rituels qui te font du bien vraiment à toi. On va commencer par une question rituelle sur Coup d'éclat, que tu connais, parce que je t'ai quand même mise dans le secret. Quelle est ta mission sur Terre ? Merci beaucoup pour cette question, c'est une très belle question et j'aime beaucoup parler de ma mission justement. Je ne sais pas si c'est ma mission sur Terre, mais en tout cas, c'est celle que j'essaye de mettre en œuvre. C'est vraiment de rendre le durable désirable et la sobriété inspirante. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est de montrer qu'en fait, on est dans une société de surabondance à la fois de biens, d'informations, de tâches. On est sollicité en permanence en fait, à la fois au niveau de notre espace et de notre esprit et de notre planning quelque part. Donc c'est ce que j'appelle la pollution visuelle, mentale, environnementale. On pourra peut-être en reparler. Et ma mission justement, c'est de montrer qu'en fait, on peut trouver le plaisir autrement que dans la surconsommation effrénée. Et quand je dis surconsommation, c'est pas seulement la consommation de biens, c'est vraiment le fait d'être tout le temps occupé dans son planning, d'avoir des dîners dans tous les sens, de s'imposer énormément de tâches, de responsabilités. Finalement, ce n'est pas que son environnement immédiat, c'est l'ensemble de sa vie. Et donc, de comprendre que cette surconsommation, elle nous épuise autant qu'elle épuise les ressources de la planète, puisqu'évidemment, c'est lié. À chaque fois qu'on consomme, on va solliciter des ressources, soit des ressources de la planète, soit nos ressources propres, finalement, nos ressources internes. Et donc, l'idée, c'est d'aller comprendre que la sobriété, pas dans le sens de privation, mais dans le sens de retour à l'essentiel pour soi, eh bien, ça va permettre d'être tout simplement plus heureux, d'avoir plus de bien-être, plus de plaisir. Et donc, c'est en ça que je dis rendre le durable désirable, c'est-à-dire que le durable est souvent associé à quelque chose de contraignant. Et moi, j'ai envie de montrer, au contraire, ô combien c'est inspirant, libératoire plutôt, on va dire, ô combien ça nous fait énormément de bien au quotidien. Et il se trouve qu'en plus, ça va avoir un impact sur la planète. C'est tout bénéfice, quelque part. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment ça ma mission. Rendre le durable désirable et la sobriété inspirante, montrer qu'un autre chemin est possible que celui qu'on a l'habitude d'avoir et dans lequel on est, somme toute, un petit peu englué. Et est-ce qu'il s'agit de simplifier sa vie ? Oui, alors ça passe effectivement forcément par une forme de simplification, puisqu'effectivement, on a beaucoup de sollicitations. Et en fait, beaucoup de personnes voient dans ma démarche une démarche de rangement. Mon nom l'évoque, alors qu'en fait, la rangeuse, c'est le fait d'arranger les choses, c'est pas le fait de ranger, même si évidemment, il y a un petit jeu de mots derrière caché. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de... Il y a beaucoup de personnes qui passent du temps à essayer d'organiser leur vie, de ranger leur vie. Donc, que ce soit ranger leur intérieur, tu as parlé de tes placards, du sentiment de rangement, et que la réalité derrière est tout autre. De la même façon, on passe son temps à essayer de faire rentrer au chausse-pied des réunions, une vie sociale,
tout un tas de choses en fait, et la solution n'est pas là, parce que je pars du principe, moi, que c'est une équation qui est insoluble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un espace fini, où on a un emploi du temps par définition fini, eh bien on ne peut pas y faire rentrer une quantité de choses toujours infinie. Et donc c'est une équation qui rend fou, parce qu'en fait on essaye de trouver des astuces, on essaye de trouver des solutions pour manager quelque part ce trop-plein à la fois matériel et immatériel, et on n'y arrive pas. Et donc, ça rend fou parce qu'on n'y arrive pas, et ça rend fou parce qu'on s'épuise à le faire. Et donc, effectivement, la solution pour moi, et c'est le principe de l'écologie d'intérieur, c'est de retrouver l'équilibre. Et comment on retrouve l'équilibre ? Eh bien, en éliminant ce qui n'est pas essentiel à soi. Et donc, ce qui n'est pas essentiel, c'est tout ce que j'appelle le trop-plein, et ça passe effectivement par du désencombrement au niveau des objets, du désencombrement de son emploi du temps, de son planning, de ses tâches, de ses responsabilités, de tout ce qu'on s'impose en fait, pour ne garder que ce qui est essentiel. Et à partir du moment où on a fait ce travail, qui est un travail qui demande un effort, évidemment, quand on a fait ce travail de revenir à l'essentiel, eh bien, on n'a plus cette équation qui rend fou, puisque les choses s'imbriquent de façon presque naturelle. Chaque chose a une place. Ranger prend quelques instants. L'emploi du temps s'organise beaucoup plus facilement. On est encore dans le mois de septembre, la rentrée scolaire, etc., qui est souvent un mois un peu rouleau compresseur pour les gens. Eh bien, en fait, quand on a réussi à ne garder que l'essentiel, eh bien, on peut beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement aborder son quotidien. Ça ne veut pas dire que c'est égoïste, qu'on ne fait que des choses pour soi et qu'on n'est pas dans la réalité de la vie. Enfin, voilà, moi, j'ai un travail, j'ai des enfants, enfin, j'ai une vie qui est chargée, mais sur lequel je n'ai pas le sentiment de courir en permanence après les objets, après le temps, après l'organisation. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on a dégagé un peu le premier stade, qui est un peu les objets qui nous entourent, c'est une réflexion qui est beaucoup plus introspective et personnelle, parce que la satisfaction, elle est différente selon les gens. Et c'est vrai qu'une fois qu'on peut se poser à la question qu'est-ce qui me satisfait vraiment, c'est là qu'on arrive à un petit niveau de sagesse, je pense. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai, et je l'ai évoqué indirectement là, en répondant à ta précédente question, c'est qu'effectivement, moi, je pars du principe dans ma philosophie de l'écologie d'intérieur qu'il y a plusieurs catégories d'objets. Ouais. Et effectivement, on commence par les objets tangibles parce que c'est l'évidence. À la fois, quand on regarde autour de nous, on se dit il y a un problème, il y a trop, etc. Donc c'est plus facile de commencer par là. D'abord parce que la prise de conscience, elle est beaucoup plus immédiate. Et puis l'action, elle est plus facile parce que quand on enlève des objets, on voit le résultat de façon très immédiate également. Donc moi, je conseille toujours de commencer par ce qui est tangible pour progressivement monter en puissance et en difficulté aussi vers l'intangible, vers l'immatériel, jusqu'à ces relations sociales. C'est-à-dire qu'on peut faire le tri dans des relations toxiques, mettre à distance certaines personnes, diminuer la fréquence à laquelle on les voit si on se rend compte que ces relations ne sont pas bonnes et qu'on n'a pas trop le choix de les avoir, par exemple dans un travail. En fait, l'idée, c'est effectivement de monter en puissance et de se rendre compte que ce cycle de l'écologie d'intérieur, ce protocole en 5 étapes que j'ai développé, on l'applique tant sur les objets de son quotidien que sur toute son organisation au global. Et c'est ce qui va permettre, au fur et à mesure, d'améliorer son bien-être au quotidien sur tous les aspects de sa vie. C'est pas juste une technique, un protocole pour s'organiser chez soi, c'est vraiment pour tout organiser, j'ai envie de dire, en soi. Donc je parle souvent d'intérieur et d'intériorité, parce que les deux sont liés. Mais on ne peut pas s'attaquer à son intériorité sans s'être attaqué au préalable à son intérieur. En tout cas, c'est ce que je pense, parce qu'il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à se rendre compte que le trop-plein nous fait du mal, à l'éliminer et à se rendre compte que quand on se sépare de ce poids, en fait, ça nous fait du bien. Et une fois qu'on s'en rend compte sur le tangible, on peut beaucoup plus facilement le faire sur l'immatériel. Parce que ça, c'est comme un sport. Au début, on débute et puis après, le muscle se fait et on peut commencer à faire une pratique plus complexe. C'est exactement la même chose pour l'écologie d'intérieur. On commence, on va dire, facile, ce qui paraît déjà très difficile pour beaucoup de personnes qui nous écoutent certainement, mais progressivement, on monte en puissance et dans tous les pans de sa vie, on peut faire rayonner cette philosophie. Et quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que tu as eu un coup d'éclat et tu étais un petit peu bordélique et tout d'un coup tu es devenue une Marie Kondo à la française, ou au contraire c'était vraiment quelque chose que tu as depuis toujours? Parce que souvent ce côté un peu, comme je te disais, suractivité non satisfaisante, je trouve que c'est quand même très révélateur d'une typologie de personnes. C'est souvent des femmes millennials. Parce que moi, en tout cas, quand j'étais adolescente ou jeune adulte, m'en sentais beaucoup moins submergée
par tout ce que je dois faire et ce côté un peu, j'ai besoin de me revenir à l'essentiel. Et c'est vrai que Nubio aussi vient de ce nom. Il m'a été, je dis ça fait très spirituel, mais il m'a quand même été donné. Je l'ai rêvé. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté aussi d'essentiel. Mais j'ai pas toujours été à fond dans l'essentiel. Je fais partie aussi des gens qui, quand ils achètent, mais peut-être que c'est faux, mais ça m'arrive d'acheter des choses et ça me fait plaisir d'acheter un objet, un joli objet. Voilà. Est-ce que toi, dis-moi un peu ton parcours qui t'a mené jusqu'à cette philosophie de vie que tu incarnes, je pense, jusqu'au bout des ongles. Merci, c'est gentil. Écoute, oui, pour répondre à ta question, il y avait plusieurs questions dans ta question, mais pour répondre à la première de tes questions, est-ce que j'ai toujours été comme ça ? La réponse est oui. J'ai toujours été un peu cette alien, même dans ma famille. Les personnes qui racontent leur histoire racontent l'histoire d'une révélation, de quelque chose qui a changé. Ça peut être d'ailleurs un événement parfois hyper positif et parfois traumatique. Moi, dans mon cas, on va dire que la révélation s'est faite à partir du moment où j'ai compris que je pouvais aider les personnes avec cette philosophie-là, là où avant, je pensais que j'étais un alien, justement, comme je te le disais. Mais en revanche, cette pratique, je l'ai toujours eue. Et c'est pas une pratique d'être ordonnée. Il se trouve que je l'étais ordonnée à cause ou grâce, je sais pas comment il faut le prendre, mais à ma maman qui l'était énormément, mais presque trop. Ce qu'on appelle une maniaque. Un peu une maniaque, et j'aime pas ces mots justement parce qu'ils enferment les gens dans des cases hyper négatives. Être maniaque, c'est quand même une maladie psychiatrique à la base, donc. Mais effectivement, on est toujours le maniaque de quelqu'un. Elle était extrêmement ordonnée, donc j'ai appris ça avec elle. Mais par contre, ma sœur qui a vécu dans le même environnement ne l'est pas du tout, donc c'est pas forcément un apprentissage qu'on prend. En tout cas, ce qui vraiment faisait ma différence par rapport à tous les membres de ma famille, tous les gens que je côtoyais, que ce soit des amis, etc., c'est cette capacité que j'avais à mettre en question ma relation aux objets. Je m'explique. Dès enfant, en fait, je passais des après-midi dans ma chambre à ouvrir les tiroirs et à faire des inventaires de leur contenu. J'ai pas l'impression que ce soit une activité très répandue chez les enfants, donc c'est en ça que j'ai le sentiment que j'étais une alien. C'est-à-dire que vraiment, j'interrogeais chacun des objets en me disant, est-ce que j'ai envie de l'avoir maintenant, plus tard est-ce qu'il est... Alors à l'époque, j'avais évidemment pas toute la philosophie que j'ai mis en place et tout un protocole, mais j'avais cette idée du ballottage. Je me disais, cet objet, il est en ballottage, là où aujourd'hui, je ferais plus du tout ça. C'est-à-dire que le côté en ballottage, ça veut dire que c'est non, en fait. Mais j'ai appris très jeune à m'interroger, en tout cas, sur mes objets. Et ne pas juste les conserver parce qu'ils sont là, parce que j'ai de la place et que ça mange pas de pain. Voilà. Donc, j'ai toujours eu ce réflexe-là, extrêmement ordonné en plus. Donc, forcément, ça l'accompagne, c'est-à-dire que ça devient un moteur. Et là où j'ai une révélation, et elle s'est faite, pour le coup, beaucoup plus tardivement, c'est quand je me suis, donc, comme je te le disais, rendu compte que je pouvais aider les personnes avec ça, parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce mode de vie n'était pas un mode de vie de quelqu'un de psychorigide, parce que souvent les gens, de la même façon que les personnes désordonnées sont jugées comme bordéliques, les personnes très ordonnées comme maniaques ou psychorigides, eh bien moi, j'étais un peu classée dans la catégorie des personnes un peu bizarres, parce que bureau toujours nickel, parce que maison toujours nickel. Et donc je le vivais comme quelque chose d'un peu étrange, que je ne partageais pas, que je gardais pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ce mode de vie m'apportait le bien-être dont on a parlé au départ. M'apportait plus de temps, plus de facilité sur énormément de choses, que, en fait, en gros, je dirais pas que les choses roulent toutes seules, parce que ça se fait pas tout seul, mais il y avait beaucoup moins de grains de sable dans la machine que pour certains de mes amis, mes collègues, etc. Certaines personnes ont commencé à venir me demander de l'aide en disant « Mais comment tu fais pour être aussi organisée ? On a l'impression que c'est facile. » Et puis après, j'ai commencé aussi à proposer mon aide sur ces points-là. Et ça m'a semblé être une évidence à un moment donné, justement où je cherchais un métier qui avait peut-être plus de sens. Tu parlais de mission, et c'est pour ça que je te remercie d'avoir posé cette question, parce que je trouve que quand on a une mission de vie, c'est juste fantastique. Et donc, du coup, cette mission de vie, elle m'a semblé être extrêmement cohérente avec qui j'étais, extrêmement alignée, c'est-à-dire que je n'ai pas à faire d'efforts pour être l'arrangeuse, c'est très naturel chez moi. Comme tu le dis, je l'incarne jusqu'au bout des ongles. Et du coup, voilà, progressivement, il m'a semblé être évident qu'il fallait que je me dédie pleinement à cette mission de vie. Et donc, voilà, ça fait 1 an que je suis entrepreneuse et que j'ai vraiment, pour le coup, complètement quitté mon job, puisqu'avant, je faisais les choses en parallèle, pour me consacrer à cette mission. Et c'est en ça qu'il y a eu une forme de révélation. Est-ce que les personnes qui te sollicitent, c'est pas des femmes millennials ? Non, pas nécessairement. C'est évidemment beaucoup plus de femmes. Ça, c'est certain que c'est quand encore
est malheureusement, je trouve, une problématique très féminine, parce que les femmes sont peut-être plus sensibles à leur intérieur que les hommes. Je parle de sensibilité à la pollution visuelle. En revanche, c'est toute génération comprise. Et des personnes plus âgées, comme des personnes aussi beaucoup plus jeunes, qui, elles, viennent plus pour une prise de conscience écologique, en fait, qui accompagne, puisque changer sa façon de posséder, c'est changer sa façon de consommer, et donc elles perçoivent ça. Après, à côté de ça, il y a effectivement tout un tas de personnes qui ne viennent pas vers moi, et qui sont dans une joie de consommer et de surconsommer. Et je trouve que c'est assez surprenant, d'ailleurs, dans les jeunes générations, où il y a vraiment deux extrêmes quelque part qui cohabitent. Ceux qui sont vraiment extrêmement engagés pour la planète, qui ont un sens écologique très fort, beaucoup plus fort que leurs parents, peut-être même beaucoup plus fort que nous. Et à côté de ça, une frange de la société qui est dans le plaisir, dans la joie de consommer et qui se soucie assez peu de ces questions-là. Ouais, c'est plutôt aussi on va pas payer pour vous. C'est vrai que aujourd'hui, en fait, on paie un peu, tout le réchauffement climatique, c'est que les émissions qui ont été émises dans les années 60. Donc on se dit que voilà, il y a toujours un peu le truc des générations d'après. Il y a certainement tout un tas de raisons qui font que ces personnes décident d'agir d'une certaine manière. Je vais me mettre à leur place et décrypter ce qui les pousse à agir. Mais je me rends compte qu'effectivement, il y a une forme de dualité dans la société chez les plus jeunes. D'un côté, je trouve ça super qu'il y ait des personnes qui prennent conscience et qui essayent de changer vraiment les choses. Et après, sur l'autre partie, moi, ma mission, c'est de leur ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait, cette surconsommation, c'est un plaisir fugace. Tu l'as évoqué. Parfois, on se fait plaisir à acheter des choses. C'est le cas, c'est la réalité. C'est-à-dire que je vais pas dire que je n'achète jamais et que je n'ai pas un plaisir de temps en temps à trouver un objet qui est mon essentiel. Mais la différence, c'est consommer et surconsommer. C'est l'abondance et la surabondance. En fait, tout est dans cette mesure. Et la sobriété, c'est une question de mesure. C'est pas une question de privation totale. Du jour au lendemain, on arrête tout, on ne consomme plus, la vie est morne, etc. Ma mission, mon envie, c'est d'essayer de convaincre cette autre frange de la société qu'en fait, ils se trompent de plaisir. Que le plaisir, dans la sobriété, il existe. Le plaisir, dans la mesure, il existe et il est beaucoup plus fort que le plaisir qui est extrêmement fugace de la consommation, qui en fait ne fait qu'entretenir une frustration permanente. Il y aura toujours un vêtement plus beau, une voiture plus grosse, un téléphone plus performant, des vacances plus loin. En fait, on peut toujours trouver plus et on peut toujours trouver quelqu'un qui fait qu'on est dans l'envie, dans le côté négatif du terme, être envieux. Et ce qu'apprend la mesure et la sobriété et l'écologie d'intérieur, d'une certaine manière, y participent, en tout cas je l'espère, c'est de se rendre compte que le plaisir, on le trouve à l'intérieur, on le trouve justement dans ce qu'on possède déjà, on le trouve en soi, dans ses propres ressources, et on n'a plus besoin d'aller comme ça, entre guillemets, piller l'extérieur pour se sentir exister. Et c'est ça que je trouve évidemment intéressant, et surtout beaucoup plus intemporel, beaucoup plus durable, à la fois dans le sens sustainable, mais aussi dans le sens qui dure. C'est pas un plaisir fugace, c'est quelque chose qui s'installe et qui fait que ce n'est plus un effort de le faire, ça se nourrit de soi-même et ça devient un vrai plaisir permanent en fait. C'est vrai que c'est une nuance qu'il n'y a pas dans La prêtresse du rangement Marie Kondo. C'est vrai que cette nuance écologique, elle l'a pas. L'idée, c'est aussi de remplir un maximum de sacs poubelles. Ça remonte à quelques années, ma lecture de ce livre, mais qui a inspiré tellement dans le monde. Elle était avant-gardiste, c'est certain. Je trouve tu l'as lu quand même. Évidemment, mais évidemment que je connais son travail et que j'admire en quelque sorte ce qu'elle a fait de cette compétence. Après, effectivement, sur la philosophie, je suis pas totalement alignée parce que je trouve que c'est un peu plus individualiste. Là où moi, mon objectif, c'est de partir de l'individu, partir de notre bien-être personnel de façon un peu égoïste, mais pour aller convoquer plus loin, pour aller chercher du collectif, parce qu'on a une prise de conscience plus globale sur notre façon d'être et de consommer le monde quelque part. Tu vois, quand je dis ne pas aller piller à l'extérieur pour se sentir vivant soi, c'est exactement ça que je recherche. Moi, c'est vraiment l'idée d'être à l'opposé de ça et de se rendre compte qu'en fait, cette philosophie qui nous rend heureux individuellement, on n'est pas heureux en écrasant les autres, en écrasant la planète, en écrasant le reste. Et en ça, c'est beaucoup plus collectif et ça va convoquer d'autres choses. C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer
et d'expirer toutes les pensées et les sensations qui ne nous servent plus. La cure Nouveau Départ d'Atelier Nubio a été imaginée pour remettre les compteurs à zéro. Composée de 5 grands jus de légumes frais et pressés à froid, cette cure est à prendre en remplacement des repas pendant 1 à 5 jours. Cette cure de jus offre l'opportunité d'une pause digestive et soutient vos organes filtres. À la clé, on se sent mieux. Écoutez, c'est vraiment une expérience transformative. La peau est plus belle. Vous récolterez des compliments dès le premier jour de cure. Les fringales et envies de sucre sont réduites à zéro. À commander sur ateliernubio.fr et renouveler tous les 2 mois ou tous les mois si on aime ça. Bonus, les jus sont super bons. En tout cas, tu nous as dit que toi, tu adoptais justement cette philosophie de vie et que ça avait l'air d'être très fluide et tout ça. Mais quand il y a des journées très intenses, ça doit quand même t'arriver, même si tu t'appelles l'arrangeuse, que ta vie soit pas si simple et organisée que ça et que tu aies besoin justement d'un moment juste à toi pour te sentir vraiment bien. Est-ce que tu peux nous dire quel serait ton rituel si ça t'arrive d'être un peu submergée? Alors, je dirais que j'ai pas une chose parmi toutes qui revient et que je pratique à ce moment-là. D'abord, je pense que quand vraiment je suis stressée, je vais pas tout de suite sur mon rituel de bien-être parce que j'ai envie d'en profiter de ce rituel et que si je suis encore stressée, je vais pas bien le faire. Donc je pense que j'ai besoin d'un sas, de décompression. J'ai besoin d'un moment d'apaisement et de faire passer l'orage quelque part. Et donc une fois que l'orage est passé, que le sas de décompression a eu lieu, il y a plusieurs choses que j'aime faire pour moi. Donc d'abord, j'aime vraiment, et ça peut paraître surprenant, mais j'aime vraiment prendre du temps pour organiser ma maison. C'est un vrai plaisir de participer au fait que, et c'est pas par hasard que toi tu dis que le nom Nubio t'a été donné dans un rêve. Alors moi ça m'a pas été donné dans un rêve, mais c'est vraiment pas par hasard que je m'appelle l'arrangeuse. C'est vraiment le fait d'arranger, le fait que le résultat soit meilleur que la base de point de départ. Pour moi c'est une énorme source de satisfaction et de plaisir. Donc de passer d'un espace qui est encombré à quelque chose qui est épuré et qui n'a plus de pollution visuelle, plus de pollution mentale et possiblement plus de pollution environnementale, déjà, ça m'apporte énormément. Il y a encore des endroits chez toi qui sont... Et je cherche en permanence à améliorer. Alors, on n'irait pas jusqu'à une pollution, effectivement, mais effectivement, je suis toujours en permanence. Je crois qu'il n'y a pas 1 centimètre cube de mon appartement que je n'ai pas regardé au peigne fin en me disant « est-ce que je pourrais faire mieux ?» Et souvent, ces périodes de rentrée, typiquement, on est parti loin, on revient et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant parce que on a un œil nouveau. Et c'est d'ailleurs souvent le travail que je fais avec mes clientes, c'est-à-dire j'apporte cet œil nouveau. Mais effectivement, du coup, pour faire passer l'orage, je pense que je vais organiser. Et ton truc de sas, ton moment de sas, c'est quoi? En fait, c'est ça. C'est le moment de ranger. En fait, ça, si c'est vraiment que ton soit... go-to quand tu as un petit moment de que ce soit dans le cortisol, titre personnel ou professionnel, je vais descendre la pression en réorganisant. C'est-à-dire que typiquement... Donnez-moi un placard. Donnez-moi un placard, ça va me détendre. Ou tu vois, je ne peux pas travailler s'il y a des mails dans tous les sens, des papiers sur mon bureau, etc. Je vais prendre un temps, je vais faire rapidement un tout petit peu d'ordre pour moi y voir plus clair. Tu fais partie des gens qui... Tu vas me faire vraiment très honte. Est-ce que tu fais partie des gens qui n'ont 0 mail? Oui, je suis une box 0. Ouais. Ah ouais. Enfin, je suis une box 0 à la fin de ma journée. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mails qui sont dans ma boîte mail, c'est ma to-do list. C'est des choses que je dois traiter. Sinon, ils sont archivés ou effacés. Si je les ai traités, si j'ai fait ce qu'il y avait à faire, ça part. Et donc, en fait, ma liste email devient une forme de to-do list numérique. Et donc, effectivement, voilà, je m'agite un peu pour remettre cet ordre, retrouver une forme de clarté. Et à ce moment-là, c'est ça mon sas, à ce moment-là, l'orage est passé et je peux aller sur du bien-être, etc. Et si ma journée professionnelle est terminée, ça peut être effectivement une balade.
J'aime beaucoup avoir le nez en l'air et regarder les immeubles parisiens quand je suis à Paris. Je trouve qu'il y a des détails magnifiques dans l'architecture, des petites choses que l'on ne voit pas forcément si on n'y prête pas attention. Ça, c'est beaucoup de plaisir pour moi. Et d'ailleurs, dans mes stories sur Instagram, il y a souvent ces moments où je divague et voilà, je laisse courir mon regard et je vois des petites choses que peut-être les personnes ne voient pas. Quand je suis à l'île de Ré, car j'y suis souvent, j'ai la chance d'avoir une maison là-bas, c'est des balades sur la plage, les pieds nus, dans le sable, c'est énormément de plaisir aussi, laisser les pensées divaguer. Et puis après, dans les choses vraiment factuelles, on va dire, de temps en temps, et il faut que ça reste un luxe, entre guillemets, j'adore prendre un bon bain, tu vois, très délassant à la japonaise, quoi. Pas pour se laver, mais juste pour un bain chaud, pour enlever les pressions. Ça, c'est beaucoup de plaisir. Et juste être dans l'eau et puis peut-être me faire un soin, mais c'est simplement le plaisir de se délasser dans une eau chaude. T'allumes une bougie, tu mets de la musique ou juste rien, silence? Alors, pas de bougie, ça c'est certain. Il peut y avoir éventuellement de la musique, mais c'est pas nécessaire. Enfin, c'est vraiment juste là, être... sentir t'essayes d'arranger les pensées de ta tête. Je sais même pas si j'essaye d'arranger les pensées. Je pense que je les laisse venir et je les laisse faire un peu ce qu'elles veulent. Je les laisse justement, c'est un peu la cour de récré des pensées. Tu leur dis bonjour, au revoir, tu les salues? En fait, je les laisse remonter à la surface comme des petites bulles qui se feraient un chemin, et j'essaye aussi parfois de les capter. Tu sais, parfois... t'entends un mot, j'écoute pas mal de podcasts aussi, je peux faire ça dans le bain. Les podcasts, j'aime bien. Et puis parfois, il y a un mot qui va faire que tu décroches et que tu sais pas pourquoi, ça t'évoque quelque chose, négatif ou positif. J'essaie de suivre cette pensée-là et de comprendre pourquoi ce mot m'a fait... déjà, quel était le mot ? Déclencheur. Parce que c'est pas si facile que ça de le retrouver. Et comprendre pourquoi ce mot m'a fait sortir de là où j'étais. Et puis après, il y a une chose que j'aime beaucoup. Certains font du jardinage, moi je me fais les ongles. Voilà. Oui, tu parlais du bout des ongles. Et effectivement, c'était une perche pour notre petit rituel de bien-être. Parce que ça, tu fais toute seule. Parce que comme je te partageais, j'ai toujours trouvé que les ongles... D'ailleurs, je vais bientôt avoir Gaëlle de manucuriste au micro et je suis très intéressée d'avoir son récit sur les ongles et ce que ça dit de nous. Parce que c'est vrai qu'on se dit, si on ne va pas se faire les ongles, on ne sait pas bien faire. Mais toi, tu fais toute seule. Est-ce que tu peux nous expliquer, ton petit attirail pour avoir une manucure, du coup, naturelle, sans vernis, et c'est aussi joli, les ongles sans vernis. Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, il m'arrive aussi de mettre du vernis, mais j'essaie d'avoir des vernis qui sont sustainable, et c'est toujours du couleur chair, très discret, très dans l'écologie d'intérieur, dans le style. Tu nous enverras une photo de ton set de manicure dans les notes du podcast. J'ai ce qu'on appelle, et mes enfants savent ce que c'est quand je leur demande, une trousse à ongles. Donc je leur dis, va me chercher ma trousse à ongles. J'ai une trousse dédiée à ça. Effectivement, j'ai une petite passion pour les fanères, parce que les fanères, ce sont nos ongles. Et c'est vrai que j'aime ça me détend. Je dis souvent, il y en a qui font du jardinage. Moi, couper les petites peaux, etc., c'est comme enlever les mauvaises herbes. J'ai mes mains qui sont occupées et mon esprit qui divague. Et puis, une fois encore, il y a un avant-après, c'est-à-dire qu'au début, et à la fin, il y a quelque chose de net, quelque chose de... C'est vrai que j'aime bien les choses qui sont maîtrisées, épurées, où il y a pas de pollution visuelle. Et quelque part, quand c'est pas nickel, il y a une forme de pollution visuelle pour moi. Comment tu fais exactement ? Tu t'installes, tu as une petite table, tu as une table dédiée. Ah non, alors vraiment, de l'eau chaude. C'est canapé ou lit. En général. Mais tu vas mettre tes petites peaux sur ton lit ou sur ton canapé. Mais oui, mais je les mets ensuite au compost. Je les rassemble et je les mets au compost. Tout va bien. Non. Donc, tu es dans ton lit. Je suis sur mon lit. Je suis pas dans mon lit. Je suis sur mon lit ou sur mon canapé. Généralement, je le fais effectivement soit quand j'ai pris un bain, soit je fais tremper dans une petite bassine d'eau tiède. Ouais. Et j'ai des petits, justement, de chez manucuriste, j'ai un gel, ou je sais pas comment ça s'appelle, qui permet de repousser les peaux, un émollient. Sinon, la salive fait très bien l'affaire. Pardon, ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est une réalité. Et donc, je repousse. Alors, j'ai des petits outils métal qui permettent, un peu semi-pro, qui permettent de repousser les petites peaux. Et en fait, le plus long, c'est ça. En fait. C'est vraiment la préparation de l'ongle. Après, on peut ou pas appliquer un vernis, mais le vrai travail, c'est vraiment de préparer l'ongle. Donc, de repousser ces petites peaux, de les couper après. Alors, je ne connais pas du tout les noms des outils, mais je crois que ça doit avoir des noms. C'est comme une sorte de petit ciseau
au bout très très fin. Et je coupe l'ensemble des petites peaux autour. Ça, c'est énormément de satisfaction. C'est vraiment les petits plaisirs simples. Et ensuite, j'utilise un polissoir, tu sais, où il y a plusieurs faces. Et alors, faut pas polir comme un fou, parce que sinon, ça enlève forcément une partie de l'ongle. Et puis, la dernière face, en fait, elle fait briller l'ongle, comme si on avait du vernis incolore. Ensuite, j'ai oublié de dire que je lime l'ongle et je lui donne une forme adéquate, pas trop long, pas trop court. Je trouve que c'est élégant. Là, ils sont un petit peu longs, par exemple. Tu vois. Là, on est obsédé par les ongles. Du coup, je n'arrête pas de les regarder. Mais c'est vrai, là, tu me décris le truc. J'ai juste envie d'aller prendre soin de mes ongles. Ouais. Et je finis par une huile, une petite huile hydratante pour les cuticules. J'ai plusieurs produits et je change selon l'envie. Et un peu de crème pour les mains. Et voilà. Super. Tu utilises quoi comme crème pour les mains ? J'en ai plusieurs. J'aime bien On the Wild Side. Tu fais pas tes cosmétiques toi-même ? Non, je sais pas bien faire et peut-être qu'un jour je ferai, mais pour l'instant, je suis quand même très sensible aux odeurs, aux textures et il y a quand même des marques qui font ça beaucoup mieux que moi. Et dès lors qu'elles sont, tu vois, respectueuses à la fois de l'environnement et aussi de notre peau, les huiles, toutes ces choses-là, je préfère quand même faire appel à des spécialistes, on va dire. C'est vrai qu'il y a toujours le curseur à placer sur ce que je fais moi-même ou pas. C'est vrai qu'on a toujours ces questions, parce que nous, on fait des produits non, mais c'est toujours la même chose, qui sont extrêmement longs à faire. Tu vois, si c'est un plaisir de le faire, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas un plaisir parce que le résultat sera pas à la hauteur de mes attentes. En fait, c'est pas tant l'effort, c'est le résultat obtenu qui, je sais, ne va pas suffisamment me satisfaire. Il y a des marques comme Absolution, comme j'efface tellement les packaging et tout ça que j'ai plus les noms des marques. J'ai eu Isabelle sur le podcast aussi d'Abso. J'aime beaucoup les odeurs, par exemple, d'Absolution. Elles sont subtiles, je trouve. Elles sont... Voilà, j'aime énormément. J'aime beaucoup... Audacité, t'aimerais, je pense, parce que c'est assez subtil aussi sur les parfums. Peut-être. J'aime beaucoup les huiles aussi, étonnamment. Alors que je pensais que me mettre des huiles sur le visage, c'est pas quelque chose qui me satisferait. Et en fait, j'ai découvert ces rituels avec la marque Minimaliste. Et en fait, j'aime beaucoup. Voilà, donc je fais appel à des marques qui font attention, à la fois dans l'esthétique, beau, pratique et durable. C'est les 3 piliers de l'écologie d'intérieur. Donc forcément, je les applique au quotidien. Et dans ce que je consomme, j'essaye toujours de trouver du beau, pratique et durable. C'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à avoir tous les critères parfaitement remplis. Notamment le critère du durable, on pourrait toujours venir chercher la petite bête et se dire non, c'est pas assez. Mais je trouve qu'il faut encourager les marques qui essayent et personne n'est parfait sur ce chemin-là. C'est un chemin, mais il y a plein de chemins qui sont... Exactement. C'est aussi très relaxant de se dire qu'on est sur un chemin. Et le wellness, c'est pareil, c'est un voyage et on n'a pas besoin de la même chose tout le temps. Au même moment de l'année où on conçoit et ça peut vraiment évoluer. Et en parlant de fragrance et de sensorialité, comme tu sais, on a cette question aussi rituelle. Chez Atelier Bio, on dit que les plantes nous guident. Est-ce que toi, il y a une plante qui s'est trouvée sur ton chemin ou qui t'apaise ou que tu aimes goûter, infuser, voir ou rêver? Est-ce que tu peux nous parler de ta plante totem? Alors, je ne sais pas si c'est ma plante totem. Tu vois, c'est rigolo parce que dans ma philosophie, je parle d'une philosophie de l'essentiel, pas de minimalisme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas choisir une chose, mais on peut avoir plusieurs essentiels. Tu peux avoir plusieurs plantes totem. Et à chaque fois que tu me poses une question, je suis désolée, je réponds un peu à côté, mais parce qu'il n'y a pas j'adore qu'il y en ait chose. Plusieurs. On ne peut pas avoir une plante, mais plusieurs plantes totem. En fait, tu as parlé d'odeur. Et là, il y a 2 choses qui me sont venues tout de suite à l'esprit. Et si j'étais si j'étais parfumeur, je pense que je développerais quelque chose autour de ça. C'est parce que je trouve un parfum qui est magnifique et qu'on ne met pas souvent en avant. C'est le parfum de la feuille de la tomate. J'aime beaucoup ce parfum. Je le trouve à la fois fort et subtil, pas agressif. Et de la même façon, alors là pour le coup, il y a des parfums qui existent avec cette odeur. C'est pareil le parfum de la feuille de figue, qui évoque énormément de choses. Il y a aussi le parfum de l'herbe coupée que j'adore. Ce sont des petites choses qui évoquent plus des moments en fait, que vraiment des choses que j'aurais envie de mettre sur moi. Mais en tout cas,
J'aime tous ces parfums un peu oubliés, un peu plus subtils, un peu moins évidents que la vanille, les choses comme ça qui sont très fortes et qui viennent convoquer des choses immédiates que je ne déteste pas non plus. La feuille de figuier, c'est la quoi feuille de figuier, la feuille de tomate, c'est l'île de Ré. La feuille de figuier, c'est évidemment l'île de Ré, c'est l'été, c'est quand même la chaleur, c'est ces moments qui s'allongent un peu, qui s'étirent dans le temps. Et la feuille de tomate, c'est ma grand-mère, c'est le jardin de mon grand-père, c'est pareil, c'est ces moments qui s'étirent dans le temps où en fait on n'a plus vraiment de contraintes, on laisse les sens un peu se développer, s'étendre. Enfin, il y a vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité, je trouve, dans ces odeurs-là. Et après, il y a une fleur que j'adore, c'est la pivoine. Alors là, c'est plus esthétique parce qu'elle est à la fois simple et complexe. Il suffit d'une fleur, il suffit d'une pivoine, pas besoin d'un bouquet pour faire quelque chose de magnifique. Et à l'intérieur, c'est quand même une multitude de feuilles très fines, très douces. Ça convoque la féminité, en fait, cette fleur. Elle n'a pas vraiment d'odeur, mais elle est là et... J'aime beaucoup la pivoine. Mais on peut avoir une multitude de plantes totems et ça peut changer, tu vois, en fonction de l'âge qu'on a. C'est vrai que quand on commence à avoir un peu plus d'âge, on va dire, on repense aussi à ses souvenirs d'enfance autour des plantes et elles prennent une nouvelle signification. Mais je ne sais pas si c'est totem dans le sens où ça me représente. C'est des choses que j'apprécie, mais est-ce que c'est ce qui me représente ? Peut-être qu'il y a autre chose qui me représente plus, je ne sais pas. Super, merci beaucoup Marie. Merci Claire. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de vous jeter sur le placard le plus proche pour le ranger, ou au moins y jeter un coup d'œil. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. Merci, j'ai hâte de vous lire.